Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Première convocation de la semaine du tribunal de l'actualité, vous le savez. C'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et sur ce plateau, j'ai avec moi Juge Vaha. Bonjour et bienvenue. Bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Edi Komboigo rempile pour 4 ans à la tête du Congrès pour la démocratie et le progrès. Blaise Compaoré reconduit comme président d'honneur sans pouvoir décisionnel et des sanctions prononcées à l'encontre de certains cadres dont Achille Tapsoba. Voilà ce que l'on peut retenir au sortir du 8e congrès du CDP. Fin de la crise ou plutôt calme avant la tempête. Le sujet enrôlé à cette convocation. Emmanuel Macron ne se rendra plus au Mali pour les fêtes de Noël. Sa rencontre avec le président de la transition malienne Assimi Goïta a été annulée. Raison avancée, la dégradation du contexte sanitaire en Europe. Vous aurez le décryptage du juge Vaha, mais ça se fera après la première transition. Doyen des juges, vous avez la parole. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette première convocation de la semaine du tribunal de l'actualité? Oui, merci Président. Ce qui retient mon attention, c'est le retour au pays de l'ancien président guinéen Sekouba Konaté. Et il était à Kankan, sa région, où il a donner le message de l'union des Guinéens et de rester derrière celui qui aujourd'hui est l'homme fort de la Guinée, président de cette transition-là. C'est un retour qui marque quand même, puisqu'il a fait pratiquement la décennie hors du pays. On sait les pays où il a été, Maroc, Égypte, France, États-Unis et tout. Et il y était contraint à cet exil-là par celui, on va dire, qui lui a succédé, pour qu'il a pratiquement tout préparé et qui aujourd'hui donc est tombé. Et il y a donc ce message-là qu'il lance et on sent donc forcément qu'il est reconnaissant envers celui qui a facilité son retour, à savoir l'homme fort de la transition actuelle guinéenne. Maintenant, il y a d'autres retour qu'on va forcément attendre quand on prend le cas de celui qui était dans la capitale, donc Ouagalaise, lui aussi ancien président de Guinée, Dadis Camara. C'est un retour aussi qui est attendu. Donc il y a un message d'union qui est lancé, un retour qui est voulu pour la plupart de ces personnes-là qui, relativement au régime Condé, étaient contraints de rester dehors. Donc, on va dire que c'est peut-être un genre de nouveau départ qui est en train d'être mis. Et on espère que chacune de ces contributions-là, chacun de ces retours viendra apaiser cette Guinée-là et permettra d'aller de l'avant. Merci, Juge Vaha. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble du lundi au vendredi sur le coup de 8 h en direct et en simultané sur les médias leaders True TV et Watt FM. Au terme du 8e congrès tenu les 18 et 19 décembre dernier, les participants ont réélu Edi Komboigo à la tête du congrès pour la démocratie et le progrès pour un mandat de 4 ans. Un congrès qui s'est tenu, vous le savez, dans un contexte assez tendu pour l'ancien parti au pouvoir. Alors, juge Vaha, est-ce qu'on peut parler d'un passage en force de Edi Komboigo au terme de ce qu'on a vu ce week-end-là? Passage en force, ça peut se comprendre aussi. Ça, c'est une réalité, puisqu'il y avait des clivages qui étaient profonds au sein du parti et il y avait une opposition dure et qui était faite à la tenue notamment de ce congrès-là. Et rappelons qu'il y avait d'abord une première date, je pense que c'était les 3 et 4 décembre. Il y a eu problème puisque certains ont resté en justice par rapport à la tenue de ce congrès-là, étant entendu pour eux qu'il y avait depuis la terre de Béni un message qui était venu et qui les enjoignait aux uns aux autres relativement au contexte de revoir autrement leur copie et donc de surseoir à la tenue du congrès. Donc pour eux cela faisait office d'injonction et donc il fallait donc s'y soumettre. Et puis après il y a une autre date qui a été trouvée, celle qu'on a eue le week-end dernier et pour lesquelles encore il y avait le souci pour certains de l'interprétation des injonctions du président et donc pour eux ça ne devrait pas aussi se tenir, mais ça s'est tenu mordicus parce que Edi Komboigo l'avait voulu et beaucoup d'autres aussi, hein, quoi qu'on dise du parti, puisqu'il n'était pas seul lors de ce congrès là. Donc oui, on peut dire qu'il l'a fait au forceps.
Alors, quand on regarde également les conclusions de ce congrès-là, il y a le cas Blaise Compaoré qui a été, en tout cas, qui était sur la table. Finalement, on décide de le garder comme président d'honneur, sans pouvoir de décision. Pour beaucoup, le divorce est finalement consommé entre le mentor et puis le fils, on va dire ça comme ça. C'est clair que ce divorce-là, est-ce qu'on peut l'appeler comme ça? Parce qu'il continue d'être quand même président d'honneur. Donc, il lui revient, pour ne pas faire de la rhétorique, il lui revient encore tout l'honneur d'être à ce niveau-là, reconnu par les membres du parti et les différentes instances. Maintenant, il y a la question peut-être des pouvoirs qui lui sont conférés, qui ont été amaigris, si ce n'est aplatis. Mais ça aussi, je me demande si c'était inévitable. Parce que le problème, c'est qu'est-ce qui a été fait du pouvoir qui a été donné au président d'honneur. Et notons que dans la plupart du temps, c'est lorsqu'il y a des clivages profonds, lorsqu'il y a des problèmes très importants, que le président d'honneur vient en dernier recours pour apaiser, pour rapprocher les positions, pour voilà, essayer de trouver des solutions de consensus pour ne pas froisser les différentes parties et pour que les choses puissent avancer. Mais le problème, c'est que depuis un certain temps, ce qu'on a remarqué, pour ce qui est du CDP, le président d'honneur faisait partie du problème. Et ça, c'est à la lecture des différentes lettres qu'on avait de lui et qui se retrouvaient sur la toile, donc qui n'étaient plus un secret. Donc, qui mettait à mal la gestion du président Edi Komboïgo. Et quand vous regardez, c'est à la limite même de la contradiction auquel on avait droit. Donc, à un moment donné, et il ne devenait plus le dernier recours, le rempart ou celui qui vient qui dit mot et on se dit bon, ok, il a parlé, on va s'en tenir à ça. Il devenait maintenant partie au problème. Et là, ça devenait très compliqué. Et en plus, regardez au fil du temps la fréquence des lettres que nous avions. Et que je dis nous, parce qu'on regarde, nous, ça revient quand même sur la toile et tout, parce qu'aujourd'hui ce n'est plus un secret. Donc quand vous regardez la fréquence de ces lettres-là, il devient plus que acteur de la gestion même du CDP à un moment donné, où il y a des procédés de contradiction, clairement, de décisions qui sont prises. Et ça faisait qu'à un moment donné, il y a beaucoup de questions qui ont commencé à se poser. Est-ce que c'est vraiment lui ? Et il y a aussi la réalité de son silence. C'est vrai qu'on a eu un audio où il dit, concernant une lettre, oui, c'est moi qui ai demandé de faire, parce qu'à un moment donné, il y avait même le nom de sa fille qui était cité et tout, et avec pour beaucoup aussi certaines manipulations et tout. Mais même l'audio ne définit rien quand ça a été fait, tout. Bon, ça, c'est beaucoup de questions qui restaient. Donc, et puis, il y avait aussi des problèmes évidents, parce que quand vous regardiez certaines lettres, il y avait l'impression de manipulation, avec d'abord des signatures scannées qu'on voyait à un moment donné, des signatures qui n'étaient pas forcément conformes de ce qu'on savait, des signatures de Blaise Compaoré. Donc, du coup, ça a ajouté des doutes aux suspicions qu'il y avait déjà. Et donc, ça, c'était quand même assez légitime. Et ben, je dis encore, la fréquence d'intervention sur les décisions commençait donc à poser problème. Et la question qu'on se posait, c'est est-ce que Edi Komboïgo, en tant que président, acceptera de continuer d'évoluer ainsi, vidé de tout ce qui pourrait être pouvoir décisionnel le concernant. C'est vrai qu'ils ont mis un président d'honneur fort, de par l'histoire du parti et ce qu'il représente. Maintenant, s'il devient un genre de problème, ou bien si dans des possibilités de manipulation, ça devient un véritable problème, il fallait le régler. D'accord. Alors c'est vrai que Edi Komboïgo, sinon le Congrès a également pris des sanctions à l'encontre de certains cadres du parti, notamment ceux qui avaient esté le parti en justice à la veille de ce Congrès-là. Mais en même temps, à la clôture, il lance un message rassembleur. Selon vous, est-ce que ce message-là va être entendu ? Bon, seuls les cadres qui ont été suspendus, et puis je pense qu'il y a un qui a écopé d'un avertissement, Achille Tapsoba, seuls ceux-là pourraient nous dire s'ils l'entendent d'une oreille favorable, mais on est dans un bras de fer qui a commencé quand même il y a assez longtemps. Et c'est un peu l'épilogue qu'on a, si on peut appeler ça l'épilogue, parce qu'il pourrait y avoir aussi des zones de choc auxquelles on a eu droit, notamment le week-end dernier,
vendredi avec leur on va dire leur point de, je parle d'un point de presse ou quoi que ce soit, mais le partage des conclusions qui étaient les leurs parlant de ces cadres-là, à savoir que Eddy Komboigo était suspendu des instances du parti pour 6 mois. Il y avait un débat qui était fait, je dirais pas forcément en interne, puisque ils ont décidé d'aller rester en justice, c'est-à-dire à un moment donné, ils ont vu que le carcan interne de discussion ne les arrangeait plus, ça ne permettait pas de donner écho favorable à leur posture, donc ils ont resté en justice. Il y a eu, donc après, une autre décision qui est venue casser la première, et puis le Congrès a pu se tenir. Donc ça veut dire qu'en interne, pour se parler, déjà ça va commencer à devenir très compliqué. Mais il y avait certains qui tenaient mordicus à ce que on va dire les injonctions de M. Blaise Compaoré soient comme parole d'évangile, et que ça ne soit ni discuté ni discutable. Et il y a aussi l'interprétation qu'ils font aussi de quoi qu'on dit des injonctions, parce qu'il y a le contexte qui est pris comme évidemment comme élément important et qui concourait à ce qu'il fallait reporter le Congrès. Maintenant, deuxièmement, il y a aussi, et ça il ne faudrait pas l'oublier, l'obligation que le parti a à se conformer aux textes que nous avons, notamment les références faites à voir avec le ministère en charge de l'organisation de nos organisations politiques, de revoir les délais concernant le CDP qui depuis devrait renouveler ses instances. Et le deadline c'était le 31 décembre. Donc revoir tout cela et discuter. Et je pense que même au niveau du bureau politique national, c'est des questions qui devraient revenir et puis voir un peu ce qui devrait être fait. Et ce qui a d'ailleurs été fait pour qu'on ait une autre date, notamment celui du Congrès, mais qui n'a pas eu l'assentiment de tout le monde. Donc je veux dire, il y a un clivage profond qui a existé depuis et c'est monté crescendo. Maintenant, dans le clivage aussi, il faut regarder, est-ce qu'il y a certains qui, au fond, se sont dit c'est pas le moment aussi de revoir un peu le fusil d'épaule, parce que regardez, Eddy Komboigo, président aujourd'hui, c'est encore au forceps, quoi qu'on le dise. À chaque fois, il y a eu des tentatives de l'enlever de la tête, avec quelquefois des aspirations qui peuvent être légitimes dans tous les cas. Quand on est dans un parti politique, on milite, et puis à un moment donné, si on veut en prendre la tête, avec beaucoup de noms qui ont succédé, avec des cadres qui se sont, comment dire cela, à un moment donné, rangés derrière ces noms-là, et puis ça a donné ce que ça a donné, avec des suspensions, des personnes qui se sont retirées d'elles-mêmes, donc par démission, et des sanctions, et tout, et certains qui ont tiré les conclusions des choses et qui ont décidé aussi de partir. C'est ça aussi le CDP depuis un certain nombre de temps. Mais tout ça avec un personnage qui est central, qui est celui Eddy Komboigo, clivant dirait certains, mais qui, en tout cas, est demeuré président malgré les différentes estocades qui sont venues pour le contester à l'intérieur. Et je pense que la question de son congrès, c'est un peu, je disais l'épilogue, mais c'est comme la chose qui est montée crescendo jusqu'à ce qu'on en arrive à ça. Et quand on finit le 31 décembre, on se demande s'il n'y a pas de congrès, que devient le CDP? Mais pas seulement. Que devient Eddy Komboigo, qui, n'oublions pas, est le président, c'est vrai, du CDP, mais aussi président du chef des files de l'opposition politique. C'est-à-dire que vous êtes chef des files de l'opposition politique, président d'un parti qui ne respecte plus nos textes parce que n'ayant pas pu renouveler ses instances dans les délais. On est dans un inconnu, je ne sais pas, mais après c'est la justice qui peut-être allait trancher sur ce qui allait être les réquisitions des uns ou des autres, mais les problèmes posés par les uns et les autres, mais ça mettait en tout cas Eddy Komboigo dans une fragilité des plus fortes. Et je pense que ça, il en a fait la lecture et il s'est dit, il faut tenir le Congrès coûte que coûte pour ne pas tomber dans une situation peut-être voulue par certains, parce que depuis, il y a des estocades qui sont lancées contre sa présidence. D'accord. Alors pour beaucoup, Eddy Komboigo a écrasé la concurrence en tenant mordicus ce congrès-là, mais pour d'autres aussi, c'est le calme. Avant la tempête, vous l'avez dit, Eddy Komboigo qui a été lui-même suspendu la veille du congrès, suspend aussi d'autres cadres du parti. Est-ce qu'on ne s'engage pas vers la voie de la bataille judiciaire pour parler de la légalité, aussi de la légitimité, parce qu'aujourd'hui, Eddy a, je dirais, la plupart des services vice-présidents qui l'ont lâché. Alors, est-ce que ce débat-là ne va pas se poser? Oui, ça va se poser de façon très claire. Parce que vendredi, les autres ont donné déjà le là, en le suspendant. Et ils se disent qu'ils sont dans leur droit. Maintenant, donc, si on reste dans
dans la logique de ces messieurs-là, qui se disent être les fondamentalistes de ce congrès pour la démocratie et le progrès, resté dans son essence première, Edi Komboigo est un candidat suspendu. Donc le congrès lui-même pose problème dans le fond. Il est chapeauté, il est organisé, il est tenu par un président qu'ils ont eux suspendu pour 6 mois de toutes les instances. Maintenant, est-ce que leur décision a valeur? Là, il faut lire maintenant dans les textes même du CDP, et chacun dans ses argumentaires évoque les mêmes textes. On a écouté Achille Tapsoba le vendredi, au soir du vendredi, qui invoquait certains articles pour donc étayer de façon très claire le caractère trivial des décisions qu'ils ont eu à prendre et que ça ne souffrait d'aucune illégitimité et tout. Mais on a écouté Edi Komboigo aussi qui disait de façon très claire, c'est lui le président du bureau exécutif national et qui n'était même pas présent à la rencontre qui a été convoqué vendredi. Et en plus, on sait un peu le cercle restreint dans lequel les décisions ont été prises entre les vice-présidents en question, et dit qu'il rappelle que la plupart des grandes questions sont ramenées au niveau du bureau politique national, dans lequel se trouve le bureau exécutif national. Donc pour lui, ces décisions ne peuvent pas être prises dans une rencontre qui se ferme seulement qu'au vice-président ou quoi que ce soit. Bon, ça aussi c'est des arguments. Maintenant reste la lecture de ce que dira les textes, mais il y a, quand vous regardez aussi au fond, peut-être Edi Komboigo qui est allé au forceps, mais dont la tenue du congrès a été actée. Parce qu'il y a des gens qui ont esté en justice et on a dit le congrès peut se tenir. Ça, c'est une décision de justice. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où le congrès peut se tenir, ce qui ressort de ce congrès-là, ce sera difficile qu'on dise que ça souffre encore d'illégalité. Donc, je pense que quand on regarde dans le débat, au fond, c'est Edi Komboigo qui a pu manœuvrer, qui a su manœuvrer. Si le congrès était demeuré interdit ou bien jugé pas légal, ça aurait posé sûrement problème. Mais à partir du moment où il y a des gens qui ont fait opposition et une décision de justice est venue après dire ça peut se tenir, ça veut dire que ce qui en ressort a valeur. Et ça va devenir compliqué pour les autres de venir contester ça. Mais c'est sûr qu'on sera parti pour encore une bataille judiciaire, même si Edi Komboigo lui-même dans son propos à un moment donné disait que ce qui serait plus important, c'est d'éviter d'aller laver ce linge-là dehors et que d'aller rester ou de convoquer la question du parti devant la justice ne grandit pas les choses, mais je pense que c'est ce qui risque d'arriver. D'accord. Alors, face à cette crise-là, pour les analystes politiques, Edi Komboigo a 2 choix. Alors, se maintenir à la barre du CDP malgré la tempête, ou bien tout simplement créer un autre parti politique pour exister sur l'échiquier politique national. Visement, il a choisi le premier choix, rester au CDP, imposer sa vision, bénéficier justement de ce que le CDP a avec 25 ans d'acquis, plutôt que de créer un autre parti où il faut justement s'imposer, installer ses bases et tout cela. Alors finalement, quand on regarde ces 2 choix et le choix qui a été fait justement par Edi Komboigo, alors on se demande est-ce que justement c'est pas garder, créer un nouveau parti version Edi Komboigo tout en maintenant la machine CDP, parce qu'on annonce le changement de logo et probablement le changement de nom. Mais il faut dire aussi que, quand vous regardez, c'est un CDP qui avait besoin de faire sa mue aussi. Il vient et prend les rênes du parti à un moment donné où le Congrès pour la démocratie et le progrès, quoi qu'on dise, connaissait ses véritables problèmes. Depuis sa création, n'avait pas connu un ventre mou si fort. Il y a Blaise Compaoré qui symbolise tout au sein du parti et qui est chassé du pouvoir, appelons les choses comme on devrait le faire, et la plupart des cadres qui aujourd'hui aussi sont en train de dire ceci ou cela avaient pris la poudre d'escampette. Après, il y a Edi qui est rentré, Komboigo, et qui a fait face à la justice, et puis on sait les décisions qui ont été données et tout, et puis qui a continué de gérer le parti comme il pouvait, alors qu'on sait, pour un parti aussi fort, une grosse machine
comme ça pour garder ses cadres avec évidemment un MPP qui sort, quoi qu'on dise, de ce CDP-là, qui vient au pouvoir. C'est bien facile pour certains cadres de faire le retour. Et les cadres, on les retient, c'est pas forcément avec de l'argent, mais avec aussi, quoi qu'on dise, d'une façon ou d'une autre. Mais une partie, ça se maintient à flot en acceptant d'apporter toute sa contribution, y compris celle financière. Et je pense que c'est ce qu'Edi Kombouego a fait depuis tout ce temps. Et, on va dire, s'impliquant et s'investissant dans ce projet de maintenir à flot le parti, ça veut dire qu'à un moment donné, vous n'allez pas garder la maison pour que, bon, ce soit dirigé depuis peut-être la terre de Buini, parce que, bon, il y a un tout-puissant, Blaise Compaoré, qui, voilà, reste dans la mémoire de tout le monde, dont c'est le parti, et voilà. Et à un moment donné, il y a des ambitions qui peuvent être légitimes, les ambitions qui sont, pour moi, logiques, qui, forcément, devraient à un moment donné coincé avec la façon dont les uns et les autres voudraient que ça continue de fonctionner. Quand vous regardez même les campagnes, la campagne de la présidentielle passée, vous allez comprendre très clairement le malaise qu'il y avait un peu en interne. Un président de campagne qui est effacé, dont on a l'impression de l'imposition depuis Abidjan, et une campagne qui se mène, bon an, mal an, mais avec un Edi Kombouego qui met tous ses moyens. Parce que selon ce qui se dit dans, ce qui se disait dans certains couloirs, depuis Abidjan, on n'a pas accepté de prendre la décision de s'investir dedans financièrement, je veux dire. Donc, à un moment donné, vous dites, écoutez, on casque, mais il faut assumer. Vous avez un président d'honneur qui devait jouer peut-être un rôle de dernier rempart, mais qui est peut-être dans sa distance utilisé ou quoi que ce soit pour certaines fins et qui vous met très mal à l'aise, ou bien qui s'implique de fait et de façon très claire, mais qui vous met encore très mal à l'aise, ça devient une obligation pour vous de faire un parricide. Ce qui s'est passé et ce à quoi on a assisté. Maintenant, à la vérité aussi, c'est que pour créer sa machine, c'est très compliqué. Sinon, si Edi Kombouego est si puissant, pour certains, on dirait, mais va, tu crées ton parti. Puisque ceux qui sont là disent, on a un père fondateur, on a comment dire cela, on a une vision, on a un homme qui incarne un parti, c'est Blaise Compaoré, c'est pas vous. Parce que le problème qui est en train de se poser aujourd'hui, et ce qui est essentiel pour certains, c'est qu'ils ne jugent que par Blaise Compaoré. Ils disent, vous êtes président Edi Kombouego, c'est vrai, mais le président d'honneur, c'est lui qui a toutes les décisions, c'est lui qui prend tout ce qui est acté et qui devrait être fait. À partir du moment où il vous dit, on fait ceci, on regarde dans ce sens, on y va, il n'y a pas de débat. C'est comme ces fantassins. Et quand vous les écoutez, les lettres qui viennent sont des injonctions. Mais c'est parce que dès le départ, ils ont fait un président d'honneur trop fort. Et je pense qu'il dit à la fin, il a commencé par comprendre cela. Et tous ceux qui ne jugent que par Blaise Compaoré ont commencé à lire aussi dans la trajectoire de Edi Kombouego, qui était celle, à un moment donné, de s'émanciper. On ne va pas oublier la question qui lui avait été posée sur qui est votre mentor. Il a dit, Edi c'est Edi. Edi se fait seul et que Edi n'a aucun mentor. Blaise Compaoré n'est pas son mentor. Ça fait jaser beaucoup, ça fait parler autour et tout. Et il y a beaucoup qui disaient, Edi, il est avec Blaise le matin et le soir, il est dans ses comment dire cela, il est dans ses calculs propres. Mais à un moment donné, je disais, c'est clair que ça allait coincer pour quelqu'un qui a des ambitions, qui est plusieurs hommes politiques. Accepter de tenir une machine et puis se continuer d'être dicté par l'extérieur, je sais que ça allait être vraiment compliqué. Mais je dis, le débat de fond, c'est qu'il y a des irréductibles pour qui tout, c'est-à-dire cette machine-là, c'est celle de Blaise Compaoré, point barre. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a un autre enjeu derrière. Il y a le retour de Blaise Compaoré qui est discuté, il y a plusieurs débats qui sont en train d'être faits, mais quand vous enlevez la machine CDP à Blaise Compaoré, vous lui laissez son statut d'ancien chef d'État. Sur certaines questions, politiquement, comment il continue d'exister? Ça aussi, pour moi, c'est quelque chose de fort. Donc, quelquefois, même quand on dit les injonctions qui viennent, c'est pas forcément celle de Blaise Compaoré ou pas, mais il y a une volonté aussi de Blaise Compaoré de continuer de garder aussi sa machine d'une façon ou d'une autre, parce que ça pèse
lors de moments de discussion, c'est un poids possible sur certains événements qui le concernent. D'accord. Alors, vous l'avez dit, dégradation des rapports entre le président d'honneur et le président du parti, Eddy Kombo-Ego. Pour beaucoup, moralement, cela peut poser problème et susciter des débats, mais politiquement, c'était la carte à jouer pour Eddy Kombo-Ego. Il n'avait pas d'autre choix. Non, il n'avait pas d'autre choix. Sinon, vous pensez qu'il allait rester à être... Parce qu'entre les deux, il y a quelqu'un qui doit jouer le rôle de Reine Elisabeth. Ça, il n'y avait pas de débat. Soit c'est le président du parti qui est Reine Elisabeth, ça veut dire que le vrai président, c'est le président d'honneur qui continue de tout dicter. Et ça, depuis Abidjan. Maintenant, est-ce que c'est le rôle que voulait incarner Eddy Kombo-Ego depuis le départ? Je ne crois pas. Il a peut-être depuis eu ça dans un coin de sa tête. Il savait très clairement aussi que lorsqu'il succédait, lorsqu'il prenait les rênes du parti, ça allait être à un moment donné un défi majeur. Pas faire oublier Blaise Compaoré, mais au moins avoir la latitude de décider. Parce que ce à quoi aussi on est en train d'assister, c'est un CDP dans une version Eddy Kombo-Ego. Ça, il ne faudrait pas qu'on se leurre. Et même la question du logo et certains éléments qui sont les symboles du parti, dont certains commençaient à dire attention, il a envie de changer certaines choses. On a entendu que non, c'est pas vrai. Mais au fond, au Congrès, c'est une dynamique dans laquelle il est, ça il avoue. Il y a un comité qui va travailler, il a dit de psychologues, de sociologues, de ceci, de cela, mais il a ça dans une partie de sa tête. Donc il y a, on va dire CDP renouveau ou quoi que ce soit, mais c'est un CDP version Eddy qu'il est en train de tenter aussi de mettre sur pied. Mais est-ce qu'on peut lui en vouloir de ce tapis-là ou de vouloir exister ainsi? Parce que rester dans l'ancienne réalité, c'est comme rester avec des chaînes. Et dans ce cas de figure, et ça c'est des discussions qui sont en train d'être menées, ça c'est sûr, quand Blaise Compaoré revient, la proximité même géographique, qu'est-ce que devient le président qui aura accepté depuis longtemps de rester dans ces chaînes-là? Donc je crois que ça c'est des défis. Quand vous êtes à sa place et que vous réveillez chaque matin et que vous casquez pour, avec tout ce que cela demande comme investissement en temps, en argent et tout, je pense que c'est des questions que vous vous posez. Soit vous êtes dans le rôle de celui qui garde la maison en attendant que le grand chef revienne, ou bien vous vous dites, quand vous vous rasez, parce que vous êtes candidat aussi à la présidentielle, vous vous dites que ce fauteuil-là aussi je peux l'avoir, donc c'est pas le parti que je ne peux pas gérer. Je n'attends pas que quelqu'un d'autre vienne me le prendre, mais je ne garde pas ça pour quelqu'un d'autre. Je crois que ça aussi, c'était pour moi quelque chose d'inéluctable qui viendrait à un moment donné. Et étant entendu qu'à l'intérieur du CDP, il y a ceux qui ne jugent que par Blaise Compaoré, on se rappelle quand on a entendu celui qui a fait aussi l'objet de plusieurs sanctions et après aussi qui est parti, j'oublie encore, Asmi, non c'est pas, j'oublie son nom, qui nous disait ici sur le plateau que Mamadi Konda, voilà, il disait sur ce plateau, c'est le champ de Blaise Compaoré. Donc vous voyez un peu la vision des choses. Il dit c'est son champ, chacun vient avec sa daba, il cultive et puis il s'en va. Donc dans l'entendement, ce CDP là ne peut être pour quelqu'un d'autre. Mais ça aussi, c'est dommage, c'est pas seulement le CDP. La plupart des partis que nous avons, c'est comme ça. Celui qui l'a fondé demeure l'homme fort. Il y reste, et même quand il décide, suivant mon regard, de prendre de la distance, même les présidents qui viennent, ceux qui refusent des injonctions, regardez le cas Barry par exemple, ça commence à poser problème, où on parle d'irrespect, on vous traite de celui-là qui est peut-être en train de gérer un parricide ou bien qui n'est pas reconnaissant et tout, mais après vous êtes dans vos petits souliers, vous êtes coincé, soit vous partez ou bien vous lancez comme peut-être Eddy l'a fait dans un genre de reconquête ou de positionnement. Si ça passe, ça passe, mais c'est clair que c'est un vrai combat. D'accord. Alors, pour beaucoup aussi, cette crise-là va se déporter au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, chef de file de l'opposition politique, au regard de ce qu'il a engrangé comme résultat pour les législatives passées, on estime qu'on est un peu dans le même scénario que l'ancien chef de file de l'opposition politique. Donc là également, il faut savoir manœuvrer. Donc c'est l'autre défi de Eddy Kombo-Ego. C'est clair que ça sera son autre défi. On va peut-être assister à des branches au niveau du Congrès pour la démocratie
démocratie et le progrès, mais ça n'arrange pas le parti, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que vous aurez sur certaines questions peut-être des aliments plus différents. Et puis, quand vous regardez au fond, le clivage est tellement fort que je me demande si ces messieurs arriveront à trouver le juste milieu de se parler au moins. Parce que quand chacun des camps s'est suspendu, je me demande s'il y a des dialogues encore possibles. C'est sûr qu'à l'Assemblée nationale, il y aura un impact entre ceux qui sont du renouveau et puis ceux qui sont de la branche dure et qui continuent de rester alignés sur ce que Blaise Compaoré dit. Maintenant, il y a une autre question aussi depuis. C'est quand on regarde avec ce qui est en train de monter comme clivage, le dernier rempart qui est Blaise Compaoré, qu'est-ce qu'il dit? Quand vous regardez, depuis la bagarre des chiffonniers, ST en justice, décision et tout jusqu'à maintenant, il est taiseux. Mais en même temps aussi, même une lettre venant de lui risque fort de ne pas avoir l'impact voulu, puisqu'il a commencé à avoir même des suspicions sur l'origine ou même la véracité des lettres. À moins que peut-être il ne les convoque tous à Abidjan pour qu'ils puissent se parler. Maintenant, est-ce que quand on regarde aussi les décisions qui ont été prises, parce qu'il a aujourd'hui des prérogatives qui sont différentes, est-ce qu'il pourra même sauver les choses, puisque lui-même c'est la reine Elisabeth aujourd'hui? C'est-à-dire tout honorifique, sans véritable pouvoir. Maintenant, la figure tutélaire qu'il a toujours représentée, est-ce que ça reste, même dans le camp Edi, dans une partie de la tête, pour se dire, bon, c'est quelqu'un qui peut toujours nous aider à nous rassembler. Là aussi, il faut reconnaître que le président Blaise Compaoré, l'ancien président, a ici un rôle à jouer. Ça dépend maintenant de lui d'unir les choses ou d'unifier les choses. Si il y avait peut-être dans ses calculs à lui et celui de certains de ses proches et de ses inconditionnels, d'utiliser aussi le CDP comme un genre de carte dans ce qui est son avenir aussi à lui, quoi qu'on dise, parlant de son retour et tout. Actuellement, c'est que cet outil-là, il est en train d'être, il est en train de perdre de sa superbe. Donc il revient à lui, je crois, de savoir arrondir les angles pour qu'il y ait un genre de consensus pour sauver ce qui peut encore l'être. Sinon, la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui pour les CDP risque d'être plus dommageable que ce qui est arrivé en 2014, où, quoi qu'on dise, dans la plupart des pays où les partis politiques ont subi la même réalité avec un président au pouvoir et déchu ainsi, ce sont des partis qui ont eu des difficultés à pouvoir se reconstituer. Suivez mon regard même à côté, là où Blaise Compaoré est, regardez le cas un peu FPI, Laurent Gbagbo, jusqu'à ce que celui qui est le fondateur soit obligé de laisser l'enveloppe, comme il dit, à celui qui légalement en a tenu les rênes pendant un bon bout de temps. Et ça risque d'être encore plus dommageable pour le CDP si il n'y a pas cette dernière distance-là que prend l'ancien président Blaise Compaoré, qui est écouté, quoi qu'on dise, par la branche du qui lui est toujours fidèle et qui, pour moi aussi, dans le symbole, devait représenter toujours quelque chose pour même le camp Edi. Merci, Juge Va. Nous sommes en contact avec les parties prenantes dans cette crise-là. Nous allons travailler à les avoir au tribunal de l'actualité pour avoir la part de vérité de chacun sur cette actualité. Nous allons passer au deuxième sujet enrôlé pour cette convocation. Le président français Emmanuel Macron ne pourra pas se rendre au Mali pour rencontrer le président de la transition et célébrer Noël avec les troupes françaises. Une décision qui a été annoncée par l'Élysée, qui précise également, je cite, que cette décision a été prise dans un souci de cohérence entre les mesures annoncées au niveau international et l'agenda international du président Emmanuel Macron. Et c'est là aussi en raison de la crise sanitaire qui prévaut notamment à Paris. Juge Va, raison officielle Covid-19, notamment le variant Omicron, mais pour beaucoup, il faut lire entre les lignes. Oui, il faut lire entre les lignes parce qu'il y a la question du format de la rencontre qui posait problème selon certaines indiscrétions. Et Emmanuel Macron voulait rencontrer
le président malien Assimi Goïta et certains de ses homologues, donc les autres présidents, je pense au salon d'honneur de l'aéroport, et puis filer être présent aux côtés de notamment des troupes françaises qui sont présentes au Mali. Donc, qu'est-ce qui se passait quand on regarde au fond et qu'on lit entre les lignes dans ce format-là? C'est une rencontre vite fait, pas avec le président malien, sur lequel il y a des discussions qui doivent être menées de façon très courageuse sur l'option qui est prise par le Mali relativement à ces questions sécuritaires et l'alternative voulue par le départ de certaines troupes de Barkhane. Il faut une discussion qui soit claire entre les deux. Maintenant, quand on fond tout ça avec d'autres chefs d'État de la sous-région, discuter d'un certain nombre d'éléments et puis filer voir ses troupes. D'abord, ça veut dire, parce que je vois vite fait à l'aéroport, ça veut dire qu'il vient d'abord pour ses troupes. Mais ça, c'est normal. Quand la plupart du temps Macron venait là où il y a la présence française, c'était d'abord, et c'est souvent en fin d'année, pour rester auprès de ces boys-là et puis repartir. Mais il y a que la réalité avec le Mali, elle est très particulière aujourd'hui. Et le ton est monté du côté de la France beaucoup plus. Quelquefois, on entend aussi le Premier ministre Choguel Maïga dire un certain nombre de choses, mais donc il y a un ton qui est monté. Quand vous écoutez Parly, vous écoutez Le Drian, il y a beaucoup de propos qui ne sont pas du tout du goût des autorités maliennes, qui pensent que à l'ère à laquelle nous sommes avec l'indépendance, ils ont la latitude de certains choix, même si ce sont des choix qu'ils n'assument pas jusqu'à présent. Parlons de Wagner, il n'y a pas de façon officielle les autorités maliennes qui assument que ce qu'on traite de milice soit sur leur sol et qu'ils travaillent ensemble et qu'il y a des contrats, quoi que ce soit. Ils n'assument pas ça, ne le disent pas de façon très claire. Mais il y a en tout cas une tension qui est très forte entre la France et le Mali, qui mériterait au moins que les discussions sérieuses se fassent entre les deux hommes qui depuis ne se sont jamais aussi rencontrés. Maintenant, quand vouloir refonder ça dans une rencontre avec beaucoup d'autres, je pense que ça, les autorités maliennes l'ont très mal vu. D'accord. Alors, vous l'avez dit, la raison officielle, c'est justement le contexte sanitaire, mais il y a aussi des réalités politiques. Emmanuel Macron est en course pour sa propre réélection. Et il y a aussi, je dirais, le contexte sous-régional avec ce qu'on a connu avec le convoi, notamment le sentiment anti-français qui de plus en plus se développe, notamment dans la zone des trois frontières, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Finalement, est-ce que le président français n'avait pas beaucoup à perdre avec cette rencontre-là, finalement, qu'il ne maîtrisait pas, parce qu'il y a aussi les autorités maliennes qui ne voulaient pas se laisser faire et qui veulent aussi donner, je dirais, leur façon de faire par rapport à la tenue de cette rencontre. Oui, ce que vous dites, ça tient bien, parce que moi, ce que j'ai souvenance, par exemple, je pense que c'était de Villepin, venu en Côte d'Ivoire en son temps, lorsque la Côte d'Ivoire était dans cette turpitude. Il a été accueilli et pour repartir ça a été très difficile avec une foule qui était massée là où les discussions devaient se faire, notamment avec je pense que c'était Laurent Gbagbo qui lui-même dans un genre de message a permis qu'il y ait ce genre de fil conduit là pour qu'il puisse repartir. On se rappelle de ce de Villepin venu tout en costume, il est parti en chemise comment on dit ça, aux manches retroussées, parce que c'était vraiment chaud. Et quand on regarde aussi ce qui se passe au Mali, il y a une France qui est très très critiquée, avec des critiques très acerbes, et qui clairement, et ça c'est sûr, dont le président allait être en tout cas chaudement accueilli par tous les manifestants et les manifestations qu'on a aussi très souvent à Bamako pour parler de cette présence et de cette coopération. C'est vrai que pour quelqu'un qui est en campagne, ça ne fait pas bonne presse, ce n'est pas très intéressant. D'autant plus que la présence aussi française au Sahel et son implication fait objet des débats aussi, quoi qu'on dise, au niveau français. Et la question de l'annonce du retrait des éléments de Barkhane de façon progressive, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est parce qu'il y a aussi en France, quoi qu'on dise, une bonne opinion qui dit ne pas comprendre cette présence-là, alors qu'ils ont l'impression que leurs forces ne sont pas respectées comme il se devrait, que la France continue d'essuyer des critiques acerbes à son endroit sur sa présence. Ils se demandent, mais on est là-bas pourquoi? Si on vient dans une dynamique d'aider
et qu'on est retoqué ainsi, à quoi ça sert de continuer d'être présent? Ça, il y a une bonne opinion française qui réfléchit comme ça. Et c'est difficile de maintenir cette posture-là de présence pour n'importe qui sera aux affaires en France, sans que dans le débat, ça ne puisse vous mettre à mal. Et si vous vous permettez de venir, vous faire huer, vous permettez de venir avec encore tout ce symbole qui se retrouve écorné, on se dira, bon, c'est clair que ça peut avoir un impact dans le débat lors de cette campagne. Donc on peut comprendre aussi la prudence, quoi qu'on dise, d'Emmanuel Macron. Mais quand vous regardez le format, si c'est celui qui avait été vraiment arrêté, au-delà de la question du débat qu'il y a en France ou de ce que cela pourrait être comme revers pour Macron lui-même en termes de communication et de marketing politique, pour moi aussi il y a la réalité du respect qu'on a aussi vis-à-vis de l'autre et du sujet qui est prégnant. On ne peut pas, dans la réalité actuelle avec le Mali, venir rencontrer Goïta pour une première fois avec d'autres chefs d'État. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est déjà préparé. On connaît déjà les sanctions de la CEDEAO. Ça c'est vu. C'est pratiquement aligné avec ce que l'Union européenne est en train d'avoir comme dynamique. Donc c'est des choses qui sont connues. Est-ce que c'est juste une rencontre pour venir lui forcer la main? Auquel cas Goïta ne viendra pas dans ce traquenard. Et pour une première rencontre, quelqu'un dont la diplomatie française disait il n'y a pas si longtemps qu'il est patenté putschiste pour avoir fait 2 coups d'État en seulement 1 an et tout. On a vu tous les qualificatifs qui ont fusé concernant sa personne. Donc, et on sait comment aujourd'hui la France voit très mal les bots russes qui sont en train d'affirmer leur présence au Mali. Donc si vous voulez discuter de façon très franche sur ce cas malien, qui, quoi qu'on dise après la question centrafricaine, devient un enjeu majeur, parce que le Mali, c'est pas que ça. L'enjeu, le Mali, c'est tout le Sahel et les pays qui sont à côté. Donc, si la France veut discuter franchement et crânement la chose, ça ne devrait pas être dans ce modèle-là. Et parce que c'est un modèle qui ne fait pas, et ça, moi je suis d'accord et aligné derrière les autorités maliennes, qui ne peut pas leur faire honneur et qui dénote peut-être du caractère simpliste dont on prend peut-être la chose, ou bien le peu d'égards qu'on veut accorder à un problème qui pourtant tient aussi la France à la gorge, quoi qu'on dise. Alors, depuis l'annonce du report de cette rencontre-là, on a vu les séries de communiqués, sinon d'explications données par les autorités françaises. Mais du côté du Mali, pas de mots, pas de communiqué officiel. Pour beaucoup, les autorités maliennes sont dans leur logique. On parle très peu, on va surtout vers les actes, notamment concernant les relations avec la France. Oui, on a, et ça il faut le reconnaître, on a des autorités maliennes qui sont très, je dirais pas taiseuses, mais qui sont contrôlées dans leur communication concernant les frictions et les tensions avec la France. Je disais, vous aurez eu peut-être un autre régime, il pourrait se gargariser des alternatives trouvées au départ des troupes françaises, pour montrer qu'on a de la poigne, pour montrer qu'on est indépendant, pour montrer que les choix c'est nous qui les faisons. Ça aurait pu se faire. Mais jusqu'à présent, quand vous écoutez les autorités maliennes, même sur la question de Wagner, il n'y a rien de précis qui est dit. Ils sont très prudents. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de la communication outre mesure, ils sont dans l'action. Et ça dérange. Et je sais que c'est ce qui courrouce aussi hautement de la diplomatie française, parce qu'elle sait, et elle a ses renseignements, elle a ses éléments, elle sait la réalité de cette présence russe-là. La preuve, quand vous regardez les sanctions qui ont été prises contre certaines personnes, notamment même le fondateur de Wagner, les sanctions prises à l'Union européenne, ces sanctions-là, il y a eu la réponse de la diplomatie russe qui a parlé d'une jalousie, d'une Europe hystérique. Mais pourquoi? Parce que dans les faits, ils savent qu'il y a une main tendue malienne qui a été déjà même saisie. Donc chacun sait ce qui est en train de se passer. Mais il y a des autorités maliennes qui décident de rien dire, un peu à la russe, qui là-dessus ne font pas de vagues,
continuent de façon un peu pépère leur coopération, qui sont en train de faire un genre de basculement qui fâche et course forcément la France, mais qui ne se fait sans tabou battant. Et ça, vous savez, quand quelqu'un fonctionne comme ça fait encore plus mal. Et ça, il faut reconnaître aux autorités maliennes de savoir manœuvrer. Maintenant, bon, il y a Goïta qui est très taiseux. Maintenant, il y a un premier ministre aussi qui lui va un peu au charbon et qui dit quelquefois un certain nombre d'éléments, mais lui aussi, sans plus affirmer outre mesure un certain nombre de choses. Et je sais que ça couruse énormément la France, mais ça, je trouve que c'est quand même dommage que la rencontre ne se fasse pas. Peut-être que c'est le temps de recalibrer les choses, trouver un format plus intéressant. Mais ça serait dommage qu'ils ne se parlent pas. D'accord. Est-ce que cette gestion de la crise des relations entre Paris et Bamako, notamment du côté des autorités françaises, ne consolide pas davantage, je dirais, la légitimité du pouvoir de la transition en place et aussi crée une certaine sympathie quand on regarde un peu à l'interne, notamment l'opinion locale? Est-ce que justement cette crise-là, la façon dont elle est gérée, ne consolide pas et ne donne pas, je dirais, beaucoup plus de marge de manœuvre à la transition? Mais évidemment, vous savez, vous disiez sentiment anti-français, moi je ne le lis pas comme ça, parce que je ne pense pas que dans nos pays africains, là, surtout les anciennes colonies françaises, il y ait ce sentiment-là. Les Français sont accueillis, il y a un brassage qui se fait pour ce qui est des peuples, qui est inquiété parce qu'il est français. Je ne vois pas des mariages qui continuent de se faire entre Français et Africains. Il n'y a pas ce problème. Mais il y a une politique française en Afrique qui est décriée, ce qui ne fait pas un sentiment anti-français. Parce qu'il ne faut pas jouer avec les mots. Souvent, c'est ce à quoi ça donne le politique à cœur joie. Pour la critique que l'on a d'une vision, on vient parler à ses concitoyens d'une exacerbation d'un sentiment qui devrait les inquiéter parce que c'est eux qui sont au premier chef visés. Non, c'est la politique française. C'est la façon dont elle traite ses anciennes colonies. C'est ça le problème. Quand on regarde certains propos à l'endroit d'un pays indépendant, dire que s'il noue des coopérations avec temps et temps, c'est inacceptable. Ce sont ses choix. Ça peut ne pas avoir votre assentiment, mais il est libre d'un certain nombre de choix qu'il doit faire. Et pour revenir à votre question, parlant par exemple de Goïta, si des autorités maliennes, si cela ne les fait pas monter dans le capital sympathie des Maliens, les Maliens, c'est un peuple qui est fier. Et ça, c'est un peu transversal aussi à la plupart de nos pays que nous avons. On n'accepte pas une certaine domination. Parce qu'on l'a eu pendant longtemps. On ne peut pas accepter que ça continue aujourd'hui. Et donc, toute action ou tout acte qui vient remettre cela en cause, c'est normal qu'il y ait des gens qui soient comme un seul homme derrière les autorités qui incarnent cette façon, pas de dire non, mais de dire respectez-moi pour ce que je suis aujourd'hui. Et qu'on discute d'égal à égal sur certaines questions et j'ai le libre choix d'un certain nombre d'éléments. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, le Malien, il y est attaché. C'est pas que le Malien. Même quand vous regardez la question du convoi au Burkina, à Kaya, ça continue même au Niger, où il y a eu des morts là-bas. La question n'est pas, vous regardez au fond, l'essentiel, c'est pas la question du convoi en lui-même. Ceci dit, vous venez nous aider, vous avez autant de matériel qui passe sur notre sol, pourquoi est-ce que ça n'a pas un impact positif dans l'offre que nous avons? C'est un questionnement légitime sur la coopération qu'on a. Et même quand vous voyez les présidents s'en font l'écho pour dire, écoutez, on doit discuter parce qu'on va recentrer les choses sur ce que sont nos besoins et ce que devrait être l'opportunité ou la contribution de leur présence. Mais parce qu'il y a une pression populaire qui est en train d'être faite. Ce n'est pas à voir cela d'un mauvais œil. Parce que même la France, ça l'aidera à ce qu'on soit plus concret sur son apport. Il peut avoir un genre de comment dire cela, de choses qui soient entretenues parce que la communication n'est pas bonne, on ne voit pas bien l'apport qui est fait, mais il y a une contribution que tout le monde reconnaît qui est en tout cas positive, mais qu'on voudrait sentir encore plus. Mais tout ça, dans un élément qui pour moi est fondamental, c'est le respect réciproque. Et quelquefois, c'est ce respect-là que certains ne sentent pas.
et de façon légitime dans des propos qui sont tenus, notamment au niveau de la diplomatie française et qui pour certaines populations passent très mal. Je pense que c'est le moment de recadrer ces choses. C'est pourquoi je dis c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas cette rencontre. Parce que Goïta, vous voulez ce que vous voulez ou vous ne le voulez pas, c'est lui le président du Mali aujourd'hui. Donc quand vous voulez discuter des questions maliennes, le premier homme, c'est lui. Qu'il soit venu par un coup d'État ou quoi que ce soit, c'est lui. Maintenant, vouloir arranger une rencontre et puis mettre ses pairs à côté, lesquels ont pris des sanctions récemment contre lui, je ne vois pas ce qu'on voulait. D'accord. Alors, il n'y a pas de doute, quand on regarde, et au regard de ce que vous avez donné comme analyse, la crise entre Paris et Bamako, elle est profonde. Justement, la rencontre qui était annoncée même aujourd'hui était vue pour certains une occasion pour les deux parties, notamment maliennes et françaises, pour aplanir les divergences et en tout cas engager de nouvelles perspectives. Alors, après ce rendez-vous manqué, comment vous entrevoyez, je dirais, le futur de ces relations entre Paris et Bamako? Non, je crois que ça, c'est dans les différentes péripéties, c'est un énième point. C'est des pays qui partagent comme nous une longue histoire, qui continuent d'être ensemble. Il y a toujours cette présence française au Mali avec la contribution qui est la sienne, parce que moi j'écoutais encore un débat très intéressant avec plusieurs chefs d'État, je pense sénégalais, mauritaniens, Guinée-Bissau et autres, qui reconnaissaient tous l'apport de cette présence française-là. Maintenant, qui somme toute aussi, avec les efforts des forces nationales de chacun des pays, arrive à donner une certaine offre, mais qui n'est pas encore, comme le disent les Burkinabés, qui est bon, mais ce n'est pas encore arrivé. Maintenant, comment qualitativement, chacun fait des efforts dans le respect mutuel pour arriver à une offre qui soit conséquente et qui soit plus intéressante pour chacun. Je pense que c'est les réflexions comme ça qui sont en train d'être menées, mais ça doit se faire toujours dans la question de respect. Et pour moi, ça, c'est très important. Et puis, il y a l'essentiel, c'est qu'on a une offre domestique qu'on doit questionner, parce qu'il faut qu'on la récalibre. Même sur le cas burkinabé, voilà le débat qui est en train d'être fait avec le changement au niveau de notre hiérarchie, des différentes forces et tout. Ça, c'est des choses qui sont à la fois appelées par les populations, en même temps qu'elles mettent une pression sur les mêmes dirigeants pour dire on veut mieux comprendre la typologie de la coopération que nous avons avec un certain nombre de pays. Parce que quand on regarde au fond, est-ce que ça nous arrange de façon très claire? J'ai dit, personne n'est fier de voir des bottes étrangères chez lui. Il ne peut accepter d'être accommodé, de s'en accommoder que s'il y a des résultats probants. Et même ça, même quand les résultats sont probants, les aides de ce type-là, comme le disait Sankara, ça devrait nous permettre de nous détacher de l'aide parce que personne n'a envie de rester dans un assistanat permanent. Donc, ensemble, c'est travailler à pouvoir sortir de la situation dans laquelle on est et puis que voilà, on continue sur d'autres coopérations plus intéressantes parce qu'il y a d'autres questions comme celle du développement qui sont plus prégnantes voilà. Donc là-dessus, je pense que c'est bon qu'il se parle, c'est bon qu'il y ait un discours de vérité, mais toujours dans ce respect. Voyage avorté du président Emmanuel Macron au Mali et la crise au CDP, également en lien avec le 8e congrès de ce parti, les conclusions qui en sont sorties. Merci Juge Va pour ces différentes clés de lecture. On l'a dit concernant la crise du CDP, il y a un travail qui est fait pour avoir justement toutes les parties prenantes à la barre du tribunal de l'actualité. Ça sera certainement dans les prochaines convocations. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM. On se donne rendez-vous demain pour une autre mission, poser un regard critique sur l'actualité. Excellente journée.